passe la main au docteur Marc Margarian, j'espère ne pas faire d'erreur, vous m'en voudrez pas, qui est chef de service de la chirurgie pédiatrie, qui va vous expliquer l'art d'éliminer, sujet tabou, santé durable, l'importance de l'élimination urinaire et digestive. Merci. Et puis merci à tous et pensez à écrire toutes vos questions. On va les récupérer et on y répondra. Ensuite, on fera une pause. Petite pause. Bon, même si je suis chirurgien pédiatrique et un chirurgien c'est fait pour opérer, je m'occupe également de troubles d'élimination pour enfants parce que d'abord en France, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'occupent de ce problème. Et ensuite, souvent, les conséquences font partie d'urologie pédiatrique, les infections urinaires, les reflux, l'hyperpression vésicale, les constipations, les fécalomes, beaucoup de problèmes. Certains d'entre nous, on s'est dit, au lieu de s'occuper des complications et des conséquences qui sont gravissimes, on va peut-être s'occuper des causes qui sont très simples de cet art d'éliminer. Il faut savoir que l'art d'éliminer, on parle d'uriner et de déféquer. On apprend à un enfant de parler, d'écrire, mais en France, l'éliminer, on n'apprend pas, ça s'apprend tout seul, souvent c'est sujet tabou, on ne parle pas dans les familles, et même dans la faculté de médecine, on s'occupe de fabrication d'urine, mais l'art d'élimination n'est pas enseigné. Je me suis intéressé à ces sujets aussi parce qu'il y a quelques années, quand j'avais fait mon DU d'urodynamique, il y avait un urologue adulte qui avait prononcé une phrase en disant, de toute façon, une femme sur deux, à l'âge de 50 ans, vers l'âge de 50 ans, qu'on croise dans la rue, quand elle éternue, quand elle porte ses sacs, quand elle monte les escaliers, elle fuit et tous les femmes vont finir par fuir, il faut attendre, et en attendant, il faut développer les techniques chirurgicales et urologiques pour créer des bandelettes urinaires, des sphincters artificiels, etc., etc., pour Et la question que je me suis posée, parce que quand on s'occupe de l'enfant des troubles vésico-sphinctériens, est-ce que c'est pas mauvaise utilisation et mauvais apprentissage de cette fonction d'élimination dans l'enfance et utilisation pendant quelques dizaines d'années, cet appareil vésico-sphinctérien comme il ne faut pas, qui provoque ces fuites urinaires et qui remplit des salles de consultation, que ce soit en urologie pédiatrique ou en urologie d'enfants. Alors, quels sont ces troubles d'élimination chez l'enfant ? D'abord, il existe des expulsions involontaires et répétées d'urine ou des matières fécales qui peuvent arriver dans la journée à n'importe quel moment, le jour comme la nuit. Ça peut être polycurie, des enfants qui urinent une vingtaine de fois, des infections urinaires à répétition, des diarrhées, des ballonnements, de constipation, de fécalome, débâcle. Et tous ces enfants remplissent les consultations et en général, quand on les voit, ils ont été traités par des antibiotiques, par les pipi-stop, par les médicaments. Personne ne s'est intéressé de leur manière d'éliminer. Et souvent, c'est 20e consultation et les parents épuisés qui sont très motivés. Et à côté, l'enfant qui s'en fout globalement, parce que c'est pas parce qu'il porte des couches jusqu'aux oreilles, il a des couches ou un pantalon trempé, qui va être gêné. Ça va pas l'empêcher de jouer devant son ordinateur. Les parents sont très motivés, les enfants... J'informe les familles que même si la maman est très motivée, d'abord motivation parentale ne s'opère pas en consultation de chirurgie pédiatrique. Ensuite, tant que ça ne sera pas le problème de l'enfant, malheureusement, cette mère ne pourra pas boire à la place de son enfant et ne pourra pas éliminer. Alors, on parle de 20e consultation peut-être de chirurgie pédiatrique, mais quand on pose la question très simple, parce qu'on s'adresse à l'enfant, mais puis aux parents, quel est l'organe, où est-ce que le pipi est fabriqué dans notre corps, même s'il y a tout un dossier d'infections urinaires récidivantes, parce qu'il faut savoir que si on prend population féminine, tout âge confondu, et on fait analyse urine, même pour rien de temps en temps, parce que c'est des infections asymptomatiques, à peu près 40% des filles, statistiquement, vont faire infection urinaire à un moment ou l'autre de leur vie. Est-ce que c'est toujours comportemental ? Est-ce qu'il y a des facteurs favorisants ? Et si jamais vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes entré dans une pharmacie, vous allez voir qu'il y a des médicaments d'un côté qui s'occupent d'un mur,
et des acidifiants urinaires et des molécules qui sont considérées comme compléments alimentaires qui vont enrichir certaines sociétés pour lutter contre ces infections urinaires chez la femme et chez la petite fille. Les études d'HAS montrent que sur 200 molécules examinées, il n'y a que 3 qui ont une concentration suffisante de Quinberge qui va changer le pH urinaire, éliminer les microbes, et tous les autres, c'est uniquement pour enrichir les laboratoires. Donc, ces parents, quand on va demander où est-ce que le pipi est fabriqué, à quoi ça sert uriner, parce que vous consultez depuis 2-3 ans, on peut entendre tout type de réponses, les poumons, la vessie, et qu'est-ce qu'il y a dans l'urine, on ne sait pas. Donc, qu'est-ce que c'est la vessie et le sphincter, le robinet qui est derrière ce ballon? On ne sait pas, et on commence par les mesures très simples. Et on s'aperçoit qu'avec des mesures très simples, avec cet art d'éliminer, art de pisser, on arrive à régler à peu près 50% des problèmes, et c'est les enfants qui n'auront pas besoin des médicaments qui sont avalés pendant des années, et le problème va être résolu. Donc c'est pour ça que je n'ai pas mis beaucoup de diaporamas, parce que cet art d'éliminer est difficile, mais je vais parler d'une manière un peu théâtrale tout à l'heure pour expliquer le problème. Toujours est-il, on explique, moi quand je m'adresse à une population pédiatrique, je dis que faire pipi, c'est comme se laver son corps de l'intérieur, c'est comme prendre une douche, sauf de l'intérieur, pour éliminer les déchets, les poisons, les toxines qu'on se mette dans notre corps comme à l'extérieur au quotidien. Et le pipi n'est pas autre chose que l'eau sale, c'est le liquide de lavage. Et c'est important, tous les orateurs ont cité presque besoin d'hydratation d'un enfant, sauf que quand on regarde les écoles, c'est les parents qui viennent, qui nous disent qu'à l'école, c'est interdit d'amener les bouteilles et c'est interdit de boire, sauf au robinet lors de récréation. Donc, hydratation des enfants. Et quand on pose la question, de temps en temps, les gens viennent me voir en disant « mon enfant fait pipi au lit ». Après un calendrier mixodèle, quand je dis aux parents « heureusement que votre enfant fait encore pipi au lit, parce que dans la journée, il n'a que 2 mixiones, il n'élimine pas ses déchets ». Il me regarde avec grands yeux comme ça en disant « mais comment c'est possible ?» Et je confirme qu'heureusement, et dans certaines familles, le pipi au lit est la seule moyenne de l'enfant de s'exprimer et montrer qu'il a un ego, qu'il peut réfléchir, qu'il peut s'exprimer. Et c'est les enfants qui amènent les parents vers la salle de consultation avec des troubles d'élimination. Donc ensuite, quand on s'occupe des troubles d'élimination, on explique qu'il y a, moi je fais des schémas très simples, parce qu'un enfant de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 13 ans, quand il vient, il a besoin des explications très simples, qu'il y a un ballon en bas du ventre qui va stocker le pipi entre 2 fois on fait pipi, et devant il y a un robinet qui doit se relâcher au moment de mixtion. Et quand on s'intéresse pourquoi ces infections urinaires à répétition qui remplissent les salles de consultation, on s'aperçoit que toutes les filles qui présentent des infections urinaires se ressemblent. On peut les reconnaître même dans les films. Il suffit d'ouvrir la salle de n'importe quelle classe et on va voir des filles qui sont sur une chaise, assises, en train de dandiner un peu comme ça, parce qu'elles ont oublié d'aller uriner dans la salle de récréation. Elles peuvent passer la journée de 8h jusqu'à 16h à l'école sans uriner. Donc, c'est des mixtions dysynergiques. Et quand on s'intéresse, quelle est la manière où ces filles, ces enfants s'installent sur les toilettes pour uriner, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors, quels sont les problèmes? D'abord, il y a le problème d'apprentissage. Il y a beaucoup de désinformation, comme vous avez dit tout à l'heure, dans le domaine d'élimination, parce que comme ce n'est pas enseigné, il y a beaucoup de laboratoires, Pipistop qui va venir fabriquer des alarmes qui vont réveiller toute la famille, en général sauf l'alarme, et qui sont très déconseillées par les psychologues. Et le pire, quand on commence à s'intéresser au problème, les familles qui n'ont pas de moyens pour acheter ou louer les appareils, en général les fabricants ou les commerciaux qui s'occupent de ça, prennent vos numéros et quelques jours après, c'est Didier Aubert, chef de service de chirurgie pédiatrique, qui avait découvert ce réseau. Il y a des banques qui vous appellent pour proposer des crédits pour s'occuper des problèmes de pipi au lit de votre enfant. Et ça coûtera de toute façon un expliquant moins cher que les couches. Alors,
moi, tout à l'heure, je me suis dit que peut-être l'environnement qui devient catastrophique, l'air, etc., on ne peut pas avoir beaucoup d'effets, on peut constater ces effets, lutter tous ensemble, mais en sortant de la salle et de consultation, on n'aura pas des mesures pratiques. Moi, ce que je fais en consultation, c'est on essaie de donner des conseils pratiques. Et ce n'est pas l'impact d'environnement, mais l'impact de comportement de l'individu même qui va provoquer toutes ces maladies, toutes ces fuites et tous ces problèmes. Et c'est facile à les corriger avec quelques explications détaillées. Donc, pour que la vessie soit... D'abord, les troubles d'élimination, on parle de troubles d'élimination parce qu'en général, le sphincter urinaire et le sphincter digestif, vous êtes tous assis. Si je vous demande de contracter votre sphincter urinaire, qui est volontaire, parce qu'on peut contracter, vous êtes capable, et vous allez vous apercevoir qu'en même temps, vous allez contracter votre sphincter anal, parce que c'est les mêmes fils électriques, les mêmes nerfs et les mêmes arcs réflecteurs qui vont les commander. Et souvent, les troubles d'élimination urinaire et digestif arrivent ensemble. Quand on étudie tous ces enfants, quel est leur comportement mictionnel, d'abord, dans la phase d'apprentissage, en France, je ne dis pas que c'est mieux ailleurs, mais les réducteurs et les toilettes adaptées, même dans le service de pédiatrie qui s'occupe de tout le d'élimination des constipations, vous allez voir qu'il n'y a pas des toilettes adaptées à la taille de l'enfant. Donc, je n'en parle pas dans beaucoup d'établissements scolaires. Pourtant, c'est facile et ça coûte moins cher. Même les réducteurs, on trouve dans le commerce, dans la grande surface, à partir de 5 €. Mais les conditions dans la phase d'apprentissage qu'on propose à un enfant, si vous prenez la taille et le développement staturopondéral d'un enfant et vous proposez son surface corporelle, et à un enfant de 3 ans qui commence à apprendre à uriner et que vous mettez sur les toilettes adultes, si on prend des proportions à l'âge adulte, comme si on vous demande à partir aujourd'hui d'uriner ou déféquer sur les toilettes qui sont 5 fois plus grandes. Vous allez voir, par rapport au développement de l'enfant, ça sera très difficile. Bientôt, il faudra des échelles et d'efforts physiques et une contraction périnéale pour pouvoir assurer cette fonction d'élimination. Donc les solutions, souvent, c'est très simple. Quand on s'occupe des enfants, on donne des explications très simples et très détaillées. Je fais un petit sketch en général que je vais essayer de faire ici. D'abord, quand on parle avec les urologues adultes, ils disent que les femmes qui vont fuir et qui vont remplir les salles de consultation, on peut les reconnaître même en sortant des toilettes publiques. Parce que c'est les femmes qui ont des mictions dysynergiques. Ça veut dire, pour une miction normale, il faut que la vessie se contracte et le sphincter externe, le robinet, le diaphragme périnéal, soit relâché. C'est les femmes qui vont sortir des toilettes publiques avec des joues rouges. Parce qu'elles font des mictions dysynergiques. Ça veut dire que c'est en position semi-assise et c'est un effort physique. Donc une miction, c'est un relâchement. C'est pas un effort physique. Tout à l'heure, on parlait du sport. Il ne faut pas pousser, il ne faut pas utiliser pression intra-abdominale. Mais quand le sphincter est bloqué, eh ben, ça provoque... En plus, la vessie est un muscle. Il travaille contre un obstacle et ça se muscle. Et du coup, le réservoir, la compliance, la capacité de pouvoir s'agrandir et contenir plus d'urine, donc, va diminuer avec le temps. Et ça va provoquer un problème de hypercontraction, des mictions fréquentes, etc., etc. Quand on s'occupe des enfants, donc, on s'aperçoit que les plupart des filles qui ont des mictions, quand on demande, d'abord, pour une miction, ça ne doit pas durer 20 à 30 secondes. Il y a des enfants qui jouent avec leur tablette, maintenant c'est très à la mode, leur ordinateur. Ils viennent en courant, ils urinent, ils repartent 20 secondes après, ils vont revenir une demi-heure après. Une miction doit être complète. Il ne faut pas avoir résidu post-mictionnel. Ça veut dire que si dans la vessie il y a 200 millilitres, il ne faut pas laisser 100 ou 150. Parce qu'il y a des microbes dans la vessie. Contrairement à ce qu'on peut penser, l'urine n'est pas stérile. Et c'est la quantité des microbes, qu'ils se multiplient toutes les 20 minutes, qui va donner ou non infection urinaire. Donc, une miction dure 2 minutes, et durant ces 2 minutes, le robinet, le sphincter, doit être relâché. D'abord, pour le relâchement, il faut que les jambes soient posées.
et appuyez. Parce que si vous êtes tous assis, vous soulevez vos jambes comme ça, comme un enfant sur les toilettes, vous allez vous rendre compte qu'au bout de 30 secondes, vous allez bloquer le diaphragme périnéal où passe le sphincter externe. C'est très important parce qu'on dit un enfant a des myxones dysynergiques, il y a quelques... et après, il y a des femmes qui, au moment de l'accouchement, vont pousser. Et au moment, quand elles vont pousser, elles vont bloquer le diaphragme périnéal au lieu de provoquer un relâchement. C'est les mêmes qui ont été dysuriques dans leur enfance, qui vont terminer leur accouchement par césarienne et qui vont en avoir des fuites urinaires à l'âge adulte, et on va proposer des interventions. Donc je me dis, dans un pays où l'éducation mixtionnelle est trouble d'élimination, et c'est un sujet tabou, on ne peut absolument plus parler des pipi-caca. Il y a des familles, voilà, on peut punir les enfants parce qu'il y a des fuites. C'est important d'apprendre à uriner. Deuxième chose, il y a des filles maintenant qui urinent, surtout les toilettes de l'école sont sales. Si se fait le mal, quelqu'un d'autre, un tiers personne peut entrer. Si les gens urinent avec des cuisses serrées. Donc il y a un peu d'urine qui part dans l'autre orifice chez la fille, qui est l'orifice vaginal. Et le vagin n'est pas fait pour être en contact permanent avec l'urine. D'abord, ça provoque des fuites urinaires quand elle se met debout. Ensuite, les microbes, les Escherichia coli qu'on trouve souvent, ils ont des pseudopieds, pseudopodes, qui vont grimper dans la vessie et dire « Hey, les copains, on a trouvé une piscine chaude, vous allez pouvoir venir, on va se développer, faire les enfants. » Et dès que la quantité des microbes va être plus que 10 puissance 5, ils vont s'accrocher à la paroi vésicale, commencer à manger paroi vésicale et provoquer ces infections urinaires. Autre chose, souvent, comme c'est des myxones dysynergiques et diaphragme, au lieu de provoquer c'est involontaire, une contraction vésicale, c'est le ballon, la vessie qui se contracte devant un robinet fermé, c'est le poussé abdominal. Donc, c'est les filles qui sont accroupies sur les toilettes. J'ai quelques images que je vous montrerai, et qui provoquent ces myxones dysynergiques. Donc, on explique également que la quantité des microbes va se multiplier toutes les 20 minutes. Et les filles qui vont aller aux toilettes le matin à 8 heures et attendre, c'est les mères en plus qui disent attention, tu vas attraper des maladies sur les toilettes publiques, il ne faut surtout pas s'asseoir. Donc, c'est en plus éduqué. Donc, des informations se multiplient. Même quand vous regardez lutte contre les fuites, à part des couches, que les gens vont proposer, les laboratoires qui vont se développer. Vous allez avoir des messages comme ça, que pour ne pas mettre à côté des toilettes, les hommes doivent s'asseoir absolument, parce que ça peut provoquer uriner debout. Vous trouvez des messages qui peuvent provoquer des maladies de prostate à l'âge adulte. Et ces désinformations se multiplient dans la littérature. Alors, il y a des parents qui viennent me voir en disant aussi également qu'ils ne savent pas uriner, qu'ils ne savent pas viser et qu'ils urinent à côté des toilettes. Je réponds souvent que je n'ai pas des solutions de miracle pour trouver le meilleur angle de tir, pour pouvoir pisser sans éclabousser, sans s'effecter et sans d'autres problèmes urinaires. Et quand on fait des interventions sur chirurgie du rétroplastie, quand je dis qu'on met des fils, et du coup, si vous mettez les fils autour de votre robinet, ça va aller dans tous les sens, et votre garçon va faire comme tous les hommes mammifères, il va mettre à côté des toilettes pour marquer son territoire, mais cette fois-ci, ça ne sera pas de sa faute, c'est à cause des fils qui sont résorbables et qui disparaîtront. En général, c'est un message qui plaît beaucoup aux mamans, à la mère. Donc... il y a des laboratoires qui provoquent pour ces troubles mixtionnels les traitements qui donnent des résultats de 10%. Quand on regarde un enfant diurétique qui a pipioli, je ne dis pas que tous les enfants vont être guéris avec les moyens simples. C'est un enfant sur deux. Derrière, il y a des reflux, il y a des spina bifida, il y a des problèmes neurologiques, il y a immaturité vésicale. Et moitié des enfants n'auront besoin de ce traitement, mais sur un terrain préparé où les médicaments vont marcher mieux. Parce que c'est un cercle vicieux qui est alimenté où on ne s'occupe pas de capacité vésicale, des problèmes mixtionnels. Donc il y a des laboratoires qui provoquent, comme Pipistop, de temps en temps, on dit qu'il y a guérison, il y a 10% de bons résultats. Il faut savoir que le taux de guérison spontanée des troubles mixtionnels par an, c'est à peu près 15%. Donc quand on annonce 10% de bons résultats, ça veut dire qu'on n'assure rien du tout. C'est la nature qui fait les choses, mais ça coûte assez cher pour la société. Et ça fait partie de... Bon, après, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. L'homme est fait pour
visés. Et pour ne pas mettre à côté des toilettes, dans les urinoirs publics, unique chose qu'ils ont trouvé, de temps en temps, un petit ballon de foot, des urinoirs adaptés et décoratifs, ou même ils dessinent des mouches parce que ça permet de ne pas éclabousser, de ne pas mettre à côté. De temps en temps, c'est simple. Mais c'est important de boire dans la journée, d'uriner 4 à 6 fois dans la journée. On explique à l'enfant en consultation que le corps de l'enfant, en fonction de l'âge, on parlait tout à l'heure l'importance de boire, l'importance d'hydratation quotidienne. Il faut savoir, en fonction de l'âge, 60 à 80% de corps humain est composé d'eau. Et surtout, pendant les fortes chaleurs, les gens qui ne boivent pas, le taux d'infection augmente énormément. C'est un autre sujet tabou. Toutes les religions, souvent, proposent une période où tous les gens ne peuvent pas boire dans la journée. Quand on regarde les statistiques, nombre des antiseptiques urinaires pendant ces périodes, surtout pour la femme qu'ils ont utilisé en mode de dose, augmente parce que le fait de ne pas boire permet des urines concentrées et augmente les risques d'infection urinaire. Et il suffit de voir le pic des ventes des antibiotiques, des antiseptiques urinaires. C'était pendant les fortes chaleurs et certains événements religieux augmentent fortement. Alors, autre chose qui a joué en défaveur de ces troubles d'élimination, c'est notre alimentation moderne, souvent dont on parlait, mais aussi la création des toilettes, qui a été une avancée énorme pour les mesures d'hygiène. Mais depuis qu'on a créé les toilettes modernes, on a créé un axe, presque un angle droit devant le tube digestif, et on a rendu plus difficile l'acte défécatoire. Je ne dis pas que c'était mieux et plus hygiénique des toilettes turques, mais peut-être dans l'avenir, surtout pour les toilettes adaptées pour âge, il faut prendre en compte les détails, l'anatomie de l'homme et l'anatomie de l'angle l'angle de la région recto-anale et sphinctérienne. Je ne vais pas m'arrêter sur les troubles d'élimination digestive, parce qu'ils sont liés, souvent. Mais souvent, quand on parle avec l'enfant et les familles, quand on dit quel est son comportement... D'ailleurs, le mot propreté. Souvent, quand en consultation, on demande aux parents, est-ce que votre enfant est propre ? Ils disent oui, alors qu'on voit que l'enfant de 6 ans porte des couches ou des protections, où il y a un auréole sur le pantalon. Parce que ce mot propre à l'acquisition de la propreté n'est pas très adapté. Faire dire à une mère ou un père que son enfant n'est pas propre, ça veut dire que l'enfant est sale. Donc il faut savoir diriger son interrogatoire dans un sens pour que la famille puisse expliquer les troubles mictionnels et mener l'interrogatoire correctement. Parce que si on se contente en consultation de pédiatrie ou médecine générale, peser, mesurer, etc., et poser la question si votre enfant est propre, dans à peu près 60% des cas, même s'il y a trouble d'élimination, les parents vont vous dire oui. Parce qu'ils ont peur que leur enfant, s'il n'est pas propre, il est sale. Donc, cette fonction d'élimination s'apprend. C'est important d'apprendre comment uriner correctement, comment boire, quel volume, en fonction adapté à l'âge. Et ça assure, à mon avis, une santé durable. Et pour terminer, la fonction d'élimination, c'est un sujet délicat, intime, personnel. On l'évitera soigneusement de vouloir tout maîtriser. Mais cette fonction d'élimination se vit, se découvre et s'apprend. Et c'est important cet apprentissage, et c'est une santé durable, et ça portera des fruits pour quelques dizaines d'années. Merci.